Toute l'actualité politique et parlementaire, c'est le journal de 19h de Public Sénat. Bonsoir à tous. Voici les titres de ce lundi. Leur dernière force dans la bataille. Tous les candidats s'investissent à fond pour les 6 derniers jours de campagne. En avant-première dans le 19h, notre ultime sondage avant le premier tour. Présentation par Jérôme Fourquet de l'IFOP. La culture est-elle la grande oubliée des débats? Route de campagne fait étape à Metz qui a beaucoup profité de la décentralisation du centre Pompidou. Nous retrouverons sur place Marie Brémaud. La croissance, impératif européen. Nicolas Sarkozy pousse à son tour à la réforme mais vise la Banque centrale européenne. Berlin ne suit pas. Les explications dans cette édition des économistes Henri Sterdignac de l'OFCE et de Philippe Wechter de Natixis. Et puis dans la foulée de cette édition, vous suivrez tout à l'heure vers 19h30 donc le meeting lyonnais de François Bayrou. D'abord, l'hommage au grand résistant Raymond Aubrac lors d'une brève cérémonie ce matin aux Invalides. La carrière de cet engagé de la première heure contre l'occupant nazi a été retracée notamment par Jean-Louis Crémieux-Briac, 95 ans, héros lui-même de la France libre. Les enfants et les 9 petits-enfants du couple mythique Lucie et Raymond Aubrac étaient présents. La cérémonie militaire a été présidée par Nicolas Sarkozy et il y avait, on l'a vu, 3 autres candidats à la présidentielle. Dans la cour des Invalides, François Hollande, François Bayrou et Eva Joly. Le président du Sénat, Jean-Pierre Bel, était également présent. La famille avait mis en garde contre toute récupération politique. C'est pourquoi la parole n'a été donnée qu'à des personnalités de la résistance. En Norvège, journée de grande émotion avec l'ouverture du procès d'Anders Breivik, auteur du massacre de 77 personnes en juillet dernier. L'homme de 33 ans est resté impassible lors des enregistrements audio et vidéo déchirants qui ont été projetés et qui ont provoqué l'effroi des familles des victimes. Flora Sauvage. Dès son entrée dans le prétoire, à peine libéré de ses menottes, Anders Breivik a adressé à l'assistance le salut d'extrême droite. L'heure n'est pas au remords pour l'auteur des attaques du 22 juillet 2011 à Oslo. En quelques heures, Breivik avait tué 77 personnes, la tuerie la plus sanglante de l'histoire de la Norvège depuis la Seconde Guerre mondiale. Malgré quelques larmes versées lors de la projection de son film de propagande, diffusé le jour du massacre, Breivik est resté imperturbable lorsque le procureur a égrené les noms de ses 77 victimes. Il a d'ailleurs plaidé non coupable. Je reconnais les faits, mais pas ma culpabilité au sens pénal. Et j'ai agi en état de légitime défense. Breivik estime qu'il a agi en légitime défense contre des traîtres à la patrie, coupables selon lui d'avoir bradé la société norvégienne à l'islam. L'objectif de ce procès est de statuer si Breivik est responsable de ses actes, jugé pénalement irresponsable par un premier rapport psychiatrique. L'auteur du massacre a ensuite été déclaré sain d'esprit par une contre-expertise. Le tribunal a 10 semaines pour statuer sur la santé mentale de l'accusé. Si Breivik est reconnu pénalement responsable, il encourt 21 ans de prison. Le verdict doit être rendu en juillet. L'expression n'est pas galvaudée, c'est bien la semaine décisive qui s'est ouverte aujourd'hui pour les candidats à la présidentielle. Nicolas Sarkozy était dans la Vienne avant de se rendre demain dans le Finistère, mercredi dans le Pas-de-Calais. Objectif, arriver en tête devant François Hollande. Toujours très présent lui aussi sur le terrain, il ne lèvera pas le pied de la semaine, dit son entourage. Les suivants ne sont pas en reste, tous cherchent à convaincre les indécis car beaucoup d'électeurs semblent encore capables de changer d'avis. Elisa Bertolomé. Ce sera la chasse aux électeurs indécis. Ceux qui hésitent et réservent leur choix du premier tour. À en croire une enquête révélée par le journal Le Monde, il serait près d'1 électeur sur 2 à passer d'un candidat à l'autre. Alors les candidats seront partout jusqu'à la fin de la campagne officielle vendredi soir à minuit. Les 10 finalistes se démultiplient entre omniprésence médiatique et ultime déplacement. Albi, Lille et surtout le meeting de Bordeaux sont au programme de François Hollande. Pour Nicolas Sarkozy, ce sera le Finistère et le Pas-de-Calais avant un dernier rassemblement à Nice. Les outsiders, Jean-Luc Mélenchon et Marine Le Pen en tête, s'en tiendront chacun à un grand rassemblement à Paris. Mais du côté du candidat du Front de gauche, on prévient, une opération secrète, symbolique et marquante est en train de se monter. Au centre, François Bayrou est le plus prolixe. Pas moins de 4 meetings de prévus pour le candidat du MoDem. Les petits candidats restent eux aussi mobilisés. Un grand meeting pour Eva Joly, Nicolas Dupont-Aignan et Nathalie Arthaud. 2 rassemblements de prévus pour Philippe Poutou.
Seul l'agenda de Jacques Cheminade, faute de moyens, reste vide. Le dernier sondage donc du premier tour, je vous l'ai annoncé tout à l'heure, Public Sénat, Europe 1, Paris Match fiducial. Les chiffres de l'IFOP, je vous donne les chiffres et on les découvre sur le tableau qui arrive. François Hollande donc toujours au coude à coude au premier tour, 28% en progression, 27% en recul pour le président candidat. Bataille pour la troisième place, là aussi le coude à coude, Marine Le Pen, Jean-Luc Mélenchon, séparés d'un point. François Bayrou toujours en dessous de 10% et Eva Joly est à 3%. Et on découvre les scores égaux ou inférieurs à 1%, donc pour les candidats suivants. Voici avec M. Cheminade qui n'a absolument aucun score, manifestement, 0%. Pour le second tour, nous avons la confirmation que François Hollande conforte son avance avec 55,5% des suffrages contre 44,5% pour Nicolas Sarkozy. Bonsoir Jérôme Fourquet, vous êtes directeur à l'IFOP. D'abord, quelles sont vos leçons, quelles sont les leçons que vous tirez de vos chiffres? Écoutez, à moins d'une semaine maintenant du premier tour, on s'aperçoit clairement qu'une dynamique en faveur de la gauche a été enclenchée, tant au premier qu'au second tour. Vous rappeliez les scores qui sont tout à fait spectaculaires dans une configuration de second tour pour un président sortant, ce qui serait très très largement battu. Si l'on s'en tient maintenant au premier tour, on a deux difficultés, deux zones d'incertitude. On a un François Hollande qui a de nouveau repris la tête de la course pour le premier tour, mais il est à un point devant Nicolas Sarkozy, donc autant dire dans les marges d'erreur, donc il faut être très très prudent, ça va être très très serré, et même si politiquement et symboliquement il y a un grand enjeu à être premier, eh bien statistiquement là il y a une zone d'incertitude. Ce qui compte c'est la différence aussi évidemment. Tout à fait la différence, et alors là la différence aujourd'hui dans un sens ou dans l'autre serait très ténue. Oui. Mais puis, Nicolas Sarkozy a besoin d'une relative large avance pour essayer de capitaliser au second. Exactement. Et pour autant, même s'il avait une avance, c'est pas certain qu'il arrivera à renverser la vapeur. Mais c'est sûr que si en plus il était devancé, comme cela semble être le cas dans notre enquête, la tâche serait encore plus ardue. Dynamique à gauche pour Hollande, pour Mélenchon aussi, qui continue de grignoter un peu. Le meilleur score dans notre baromètre, 14,5% des voix. Donc on est, si on remonte dans le passé, au même niveau que Georges Marchais en 81, donc c'est un score historique pour la gauche communiste ou la gauche de la gauche, au sens le plus large. Et là aussi une incertitude sur l'ordre d'arrivée entre le troisième et le quatrième, puisque Marine Le Pen dans cette enquête n'est qu'à 15,5, c'est-à-dire un point devant. Donc autant dire là aussi dans des zones d'incertitude qui sont très importantes. Nicolas Sarkozy, qui est cité aujourd'hui par l'agence France-Presse, estime que les sondages, ça va, ça vient, on sait la crédibilité qu'ils ont. Est-ce qu'il y a une majorité silencieuse qui pour l'instant, se réfugie en partie dans l'abstention, cette fameuse majorité silencieuse évoquée par Nicolas Sarkozy? Alors écoutez, c'est de bonne guerre et c'est assez classique qu'un candidat en difficulté remette en cause la fiabilité de nos outils. Encore une fois, on n'est pas dans la prédiction, on est sur la mesure à un instant T. Ce qu'on constate quand même, c'est que toutes les enquêtes convergent pour le donner en grande difficulté tant au premier qu'au deuxième tour. Ça, c'est pour ce qui est des intentions de vote. Et pour ce qui est des sondages de popularité, est-ce qu'on apprécie ou pas le travail qui a été mené? On peut constater, ça c'est le dernier sondage IFOP pour le journal du dimanche, que Nicolas Sarkozy bénéficie de la plus faible cote de popularité pour un président sortant de toute la Ve République. Donc il y a assurément un problème assez complexe à régler pour lui en termes de popularité et ce qui pèse aujourd'hui dans les urnes. Donc on verra bien des surprises, il y en a eu souvent au cours de l'histoire des sondages. Vous dites qu'une surprise n'est pas à exclure. On peut encore une fois, on n'est pas sur la prédiction, donc on est sur une mesure aujourd'hui. Vous avez rappelé l'incertitude, un tiers des Français aujourd'hui nous disent qu'ils peuvent encore changer d'avis. Alors ils ne vont pas passer de François Hollande à Nicolas Sarkozy brutalement, mais une partie qui peut hésiter entre François Hollande et Jean-Luc Mélenchon, Marine Le Pen et Nicolas Sarkozy. Donc tout cela peut faire quelques petits écarts à l'arrivée. Et pour vous, au second tour, les jeux sont faits, oui ou non? Répondez-moi franchement. Écoutez, là, on est on est au-delà, très au-delà des marges d'erreur. Et ce qui est plus préoccupant encore pour le président sortant, c'est que la tendance qui s'était dessinée il y a quelques semaines, c'est-à-dire qui allait vers un resserrement des écarts, on était passé de 56, 57 pour François Hollande à 53, eh bien, est reparti dans l'autre sens, puisque François Hollande gagne 2,5 points sur ce sondage de second tour, quand Nicolas Sarkozy en perd 2,5. Donc, dans la dernière ligne droite, c'est assez compliqué Ce serait historique, un score au-delà de 55%. Alors oui, tout à fait, et notamment pour un candidat sortant qui serait battu aussi largement. Jérôme Fourquet, merci d'avoir été avec nous ce soir donc, pour dévoiler ces derniers chiffres d'un sondage avant le premier tour sur notre antenne.
Notez que l'ancien haut-commissaire aux solidarités actives, Martin Hirsch, votera François Hollande, ancien symbole de l'ouverture à gauche de Nicolas Sarkozy. Il explique dans Le Monde que le candidat socialiste a bien voulu lui demander régulièrement son avis depuis un an sur les questions de jeunesse et de pauvreté. Je n'attends strictement aucune récompense de mon choix, précise Martin Hirsch. L'Europe ne doit pas oublier l'impératif de croissance. À son tour, hier, Nicolas Sarkozy, donc à la Concorde, a abordé cette question à sa façon, en mettant en avant le rôle renforcé que pourrait jouer la Banque centrale européenne en la matière. Berlin ne l'entend pas de cette oreille, mais à Paris, tous les candidats, des plus grands aux plus petits, sont désormais désireux de réformer le fonctionnement de l'Union et notamment de la Banque centrale. Joachim Robb. Mettre au pas les marchés et la Banque centrale européenne, c'est le projet de Jean-Luc Mélenchon. Actuellement, la BCE décide de la politique monétaire et des taux d'intérêt de la zone euro. Le candidat du Front de gauche souhaite supprimer son indépendance. Le but, obliger la BCE à racheter les dettes des pays en difficulté et à prêter de l'argent directement et à des taux réduits aux États de l'Union. La Banque centrale européenne également dans le collimateur du Front national. Marine Le Pen propose un référendum pour sortir de l'euro et revenir au franc. Exit donc la BCE. C'est la Banque de France qui serait chargée de financer la dette de l'État grâce à des prêts à taux réduits. Abandonner l'euro, rembourser la dette par des prêts de la Banque centrale française, des idées partagées par Nicolas Dupont-Aignan. Mais le candidat de Debout la République va plus loin et propose de quitter l'Union européenne pour mieux la refonder. Toutes les institutions, y compris la Banque centrale européenne, seraient donc supprimées. À l'autre bout de l'échiquier politique, Philippe Poutou prône l'annulation pure et simple de la dette publique. Et s'il souhaite conserver la BCE, c'est en transformant ses statuts, fin de son indépendance et financement monétaire de la dette publique. Alors, on va essayer de bien comprendre le débat autour de la Banque centrale européenne et puis de la croissance en Europe. Est-ce qu'elle est handicapée ou favorisée par l'Union? Les économistes sont donc avec nous, je vous les ai présentés il y a un instant. Henri Sterdignac de l'OFCE, bonsoir. Bonsoir. Et Philippe Wachter de Natixis. D'abord, on rappelle peut-être le rôle de base de la Banque centrale européenne qui n'a fondamentalement pas à voir avec la croissance, monsieur Sterdignac. Ben, il se trouve que dans la Constitution européenne, on a donné comme rôle principal à la BCE de maintenir l'inflation en dessous de 2%. Donc stabilité des prix d'abord. Stabilité des prix, et on peut regretter qu'elle n'ait pas aussi comme objectif la croissance. Bon, il y a un débat, effectivement. C'est un grand débat. Ça ne l'empêche pas jusqu'à présent de pouvoir éventuellement aider directement les États, quand même, on l'a vu récemment. Elle peut intervenir. On a vu effectivement par des mécanismes d'achat d'actifs qu'elle pouvait écrêter les tensions qu'il y avait sur les marchés obligataires. On l'a vu sur l'Italie, on l'a vu sur l'Espagne notamment, où depuis le mois d'août dernier, elle avait acheté des obligations parce que les taux d'intérêt italiens et espagnols progressaient très, très vivement et c'était très préoccupant et handicapant pour ces économies. Alors j'aimerais comprendre pourquoi Berlin refuse toute modification du rôle initial de la Banque centrale européenne, Henri Sterdignac. Parce que Berlin a une idée extrêmement précise de la manière dont doit fonctionner l'union économique et monétaire. Berlin refuse toute solidarité entre les pays, enfin, traditionnellement refuse toute solidarité entre les pays, bien qu'elle a un peu mangé son chapeau depuis la crise. Et d'autre part, Berlin souhaite que la politique monétaire puisse être indépendante des politiques budgétaires que mènent les différents pays, ce qui n'est pas la conception française, dirons-nous, de l'Union économique et monétaire. Est-ce qu'il est plus difficile, selon vous, de réformer la Banque centrale européenne pour lui faire jouer donc un rôle au service de la croissance que de réviser le traité européen comme le suggère François Hollande? Qu'est-ce que vous en dites, monsieur? Je pense qu'il y a déjà une problématique, c'est de se dire, aujourd'hui, compte tenu des mesures qui ont été prises par la Banque centrale européenne depuis plusieurs mois, qu'est-ce qu'on attend d'autre? C'est-à-dire que on peut toujours dire la Banque centrale européenne pourrait faire davantage, mais on voit par exemple qu'en Angleterre, la Banque centrale anglaise peut avoir des marges de manœuvre beaucoup plus importantes a priori que la Banque centrale européenne. C'est vrai aussi aux États-Unis, dit-on. Mais l'activité anglaise n'est pas forcément mieux orientée que celle qu'on a en Europe. Donc il y a une double question. Il y a celle de la gestion de la crise
par les autorités monétaires et la problématique de la crise européenne, qui n'est pas forcément du ressort de la Banque centrale européenne. Et là-dessus, il y a une confusion qui me paraît assez importante et qui crée le flou et qui permet en même temps de donner à la Banque centrale européenne une sorte de rôle de bouc émissaire très simple finalement. Donc prise en otage en quelque sorte par la campagne présidentielle, on s'oriente peut-être vers un casus belli avec l'Allemagne, on l'a dit, qui ne veut pas en entendre parler. Il y a deux problèmes. Le premier, c'est que les pays membres et la Commission pratiquent actuellement des politiques restrictives, des politiques budgétaires restrictives, et le gouvernement français s'est associé à ces politiques restrictives, notamment par le pacte de compétitivité et par le pacte budgétaire. Donc il y a une responsabilité en premier lieu de la Commission et des États membres. Et ensuite, il y a une disposition du traité qu'il faudrait sans doute remettre en cause, qui est que les dettes publiques ne sont actuellement pas garanties par la solidarité de l'ensemble des pays, ne sont pas garanties par la BCE, ce qui permet aux marchés financiers de spéculer, d'imposer des taux d'intérêt exorbitants, en particulier à l'Italie et à l'Espagne, ce qui est une cause de la mauvaise santé de l'Europe. Mais là, la décision, elle est entre les mains des États et non pas de la BCE. La solidarité européenne permettrait de desserrer les taux d'intérêt. Mais c'est les États qui doivent décider. La BCE ne peut pas faire grand-chose. Dites-moi, vous ne serez peut-être pas d'accord. Quel est l'un et l'autre, selon vous, le levier qu'il faut actionner prioritairement pour relancer la croissance en France et en Europe? Probablement suivre. Je pense que sur le plan monétaire, il n'y a pas forcément de levier immédiat. Non, mais je parle d'autres leviers, non monétaires. On le voit en Italie, on le voit en Espagne. L'idée qui est avancée, c'est d'améliorer le fonctionnement des marchés. En langage clair. En langage clair, ça veut dire que dans un pays comme l'Espagne, vous avez un taux de chômage qui est à plus de 23%. Quelles mesures on peut prendre? Vous parlez de mesures libérales pour flexibiliser le travail, des choses comme ça. Ça peut être une mesure d'amélioration de l'efficacité, oui. Mais globalement, des réformes. Il y a ce type de réforme et il y a deuxième point, probablement un investissement public plus important, parce qu'on voit que l'investissement productif est limité aujourd'hui pour des tas de raisons et que l'État peut avoir ce rôle-là dans la gestion de la dynamique. D'abord réformer le marché du travail, si je résume, le marché des biens et des services aussi. Et puis investir publiquement pour relancer la machine économique. Peut-être que vous ne serez pas tout à fait d'accord dans ces priorités. Premièrement, il faut renoncer aux réformes libérales. Deuxièmement, le contraire. Deuxièmement, il faut prendre des mesures fortes pour briser la domination des marchés financiers. Troisièmement, il faut arrêter ces politiques d'austérité qui nous mènent à la catastrophe. Et quatrièmement, là je serais d'accord avec vous, il faut relancer l'investissement productif, et en particulier l'investissement productif pour préparer la transition écologique. Fondamentalement, vous êtes en désaccord quand même sur les réformes à entreprendre. Je suis tout à fait d'accord avec Henri sur la problématique des politiques budgétaires restrictives qui sont, on l'a vu sur la Grèce, on le voit sur le Portugal, on le voit sur un certain nombre de pays européens qui sont des facteurs qui tirent l'activité vers le bas. Donc on est dans cette logique-là et c'est cette question-là qui est majeure aujourd'hui quand on regarde la conjoncture européenne. C'est pas forcément la responsabilité spontanée de la Banque centrale européenne. D'accord. Un mot l'un et l'autre sur la campagne présidentielle telle que vous l'observez. Est-ce que vous estimez que les vrais sujets sont abordés? Est-ce qu'il y a une réelle prise en compte par les candidats des difficultés budgétaires dans lesquelles nous débattons en France? Ou est-ce qu'il y a une espèce de surenchère dans l'utopie? Parce qu'on entend certains candidats qui disent on supprime la dette d'un trait de plume. Henri Sterdyniak. Vous savez qu'on ne supprimera pas la dette d'un trait de plume. En même temps, un autre grand problème, c'est que nous sommes en Europe, que l'Europe a actuellement, comme on l'a dit, une stratégie suicidaire de réduction des déficits publics, de réduction des dépenses publiques et sociales, et que et tous les candidats, et notamment les candidats principaux, se sentent un peu coincés entre leur souci de relancer la croissance et le fait que s'ils le font, ils savent qu'ils vont s'exposer au bâton des marchés financiers et des institutions européennes. Mais tous les candidats ont le même problème. Exactement. Et moi, ce que je trouve intéressant sur la campagne, c'est que finalement, l'Europe n'a pas été aussi présente que cela. On a peu parlé
des problématiques européennes. Alors on y arrive par le biais de la Banque Centrale Européenne. François Hollande l'avait évoqué en s'interrogeant sur le traité, mais entre les deux, c'est une question qui a été peu évoquée et je trouve ça un peu déséquilibrant. J'ai une question sur le SMIC à 1 700 € qui est proposé par certains candidats. Par exemple, Jean-Luc Mélenchon, est-ce que c'est une revendication qui vous semble légitime ? Sans doute, c'est souhaitable, évidemment, que le SMIC monte un jour à 1 700 €, mais est-ce réalisable, Henri Sterdignac ? Il est bien sûr souhaitable que les travailleurs reçoivent une décroissance de salaire correspondant à la productivité. Le chiffre de 1 700 € est un peu fort compte tenu de la situation actuelle. Probablement un peu excessif, oui. Très bien. Alors, un mot enfin sur le nouveau contrat à terme sur la dette française. Ça s'appelle comme ça. On a parlé d'un fonds spéculatif qui a été lancé aujourd'hui sur le marché allemand Eurex. Il n'y a pas de bousculade apparemment des investisseurs. C'est un contrat, on le sait, qui est dénoncé par les responsables français, mais on ne peut rien faire. C'est une initiative privée allemande. Est-ce que c'est un mauvais signe pour notre pays ? Vous savez qu'il y a un risque important que, effectivement, les marchés spéculent, que ça se traduise par un mouvement autoréalisateur sur la dette publique française avant ou après les élections. C'est une question européenne. Il faut absolument que l'Europe réaffirme, d'une manière ou d'une autre, l'unité des dettes publiques européennes. Bon, sinon, l'Europe ne vivra pas longtemps. Deux remarques sur ce contrat. Le premier, c'est qu'on a vu depuis une dizaine de jours des tensions sur l'Espagne, sur la dette espagnole. Il n'y a pas de contrat futur et ça n'a pas empêché le taux espagnol de progresser très, très rapidement. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est qu'il est dit, soit ce matin, le 16 au matin, soit le 7 mai au matin, s'il y a un changement de président, la situation va devenir dramatique. Mais vous l'évoquiez tout à l'heure avec la personne de l'IFOP, les résultats du deuxième tour n'ont jamais été modifiés depuis 3 mois. Et donc, les détenteurs d'actifs français, de dettes françaises, s'ils avaient une vraie inquiétude, ils se seraient probablement débarrassés de leurs dettes depuis bien longtemps et n'auraient pas attendu qu'il y ait ce contrat Eurex qui soit mis en place. Donc, on s'est fait, il y a eu beaucoup de buzz, comme on dit, sur cette question. On a cherché à faire peur, vous voulez dire ? Les marchés restent calmes actuellement, alors qu'ils connaissent les résultats des sondages. Et actuellement, les marchés envisagent la perspective d'une victoire de Hollande. Et actuellement, ils ne s'affolent pas. Donc, pour une fois, les marchés sont sages. Pourtant, on a entendu Nicolas Sarkozy, François Hollande dire la semaine dernière que si François Hollande gagne, eh bien, il y aurait une espèce de déferlement spéculatif sur la France. Oui, non, mais au moment des élections, il y a toujours beaucoup de fantasmes en même temps. Très bien. En tous les cas, cette campagne se poursuit encore 6 jours sous la pression des marchés, il faut le dire, qui ne va pas les marchés actuellement ne paniquent pas, c'est-à-dire qu'il n'y a aucun signe sur lequel les marchés spéculeraient contre la victoire de la gauche. Les taux d'intérêt français n'ont pas augmenté compte tenu des résultats des élections. Merci à tous les deux donc, pour ces explications. Route de campagne tout de suite à Metz aujourd'hui, où l'antenne délocalisée du Centre Pompidou a été inaugurée il y a un an, un superbe bâtiment, et puis également un très beau succès. Marie Brémaud avec Fabrice Cunet. Des œuvres d'art, des expositions renouvelées. En plein cœur de la Lorraine, le Centre Pompidou semble avoir réalisé un petit miracle. Faire venir à Metz des touristes du monde entier. On vient de Luxembourg. C'est d'Allemagne. On vient de Paris. I'm from Bangkok, Thailand. C'est ça l'effet Pompidou. La culture au chevet d'une région en mal de notoriété. L'image de la ville, je pense, a évolué. Il y a un air de modernité qui est sur Metz et qui lui fait du bien. Parce que je pense qu'elle était un peu enfermée sur une image historique qui est le monde des casernes et militaires. Depuis l'inauguration du musée en mai 2010, plus d'1 400 000 visiteurs ont franchi les portes du Centre Pompidou, fenêtre grande ouverte sur la ville. La culture est devenue un élément de développement. Vous parliez de retombées économiques. Le développement touristique, économique est une conséquence positive de l'ouverture du centre. Ça draine une activité, un renouveau.
Et on peut parler aujourd'hui d'un modèle Centre Pompidou-Metz en termes justement de nouvelle attractivité grâce à la culture. Preuve qu'investissement et culture peuvent faire bon ménage. Alain Steinhoff est le président de la Fédération des commerçants de Metz. Tout va bien? Oui, tout va bien. Allez-y, monsieur. Un Américain, oui. Depuis l'inauguration du musée, l'offre hôtelière et plus généralement touristique a été boostée. Nos amis cafetiers, hôteliers et restaurateurs ont eu pour certains des augmentations de 10 à 30% de leur chiffre d'affaires. On n'est quand même pas tout à fait sorti de nos problèmes de crise et je pense que ça nous a été d'un très grand secours à cette époque-là. En 2 ans, on estime à 70 millions d'euros environ les retombées financières pour la ville de Metz. Voilà, alors nous retrouvons Marie Brémaud devant le Centre Pompidou de Metz. Magnifique, Marie, donc la culture, on l'a compris, est présente comme jamais. À Metz, l'est-elle vraiment dans cette campagne ? Bonsoir Michel. Nous avons pu vérifier ici l'effet Pompidou, un effet direct, le nombre de visiteurs plus que prévu. On en attendait 250 000 par an, on en est à plus de 500 000. Mais il y a également des effets indirects. Par exemple, ici tout autour de moi, c'est un nouveau quartier qui voit le jour. Le quartier de l'amphithéâtre. Les chantiers sont en cours de construction. Autre effet indirect, le Centre Pompidou de Metz travaille avec des prestataires locaux qui ont embauché suite à l'ouverture du musée. On peut donc parler ici à Metz d'un projet culturel économiquement viable, d'une décentralisation réussie. Alors donc un impact économique profitable pour toute la ville et la région. Et alors sur le plan national, est-ce que la culture est la grande absente ? Oui, on peut le dire, la culture est la grande absente de cette élection présidentielle. Aucun des candidats ne fait de propositions fortes en la matière et quand on regarde dans le détail le programme des 10 candidats, les ambitions culturelles sont quasi inexistantes. Mais cela peut s'expliquer car en ces temps de crise, les thématiques sociétales et économiques intéressent plus les Français. Merci beaucoup Marie Brémaud. On se retrouve demain. Je vous donne le résultat du sondage du nouvelobs.com. Question en fait posée aux internautes. La question était celle-ci. Êtes-vous sûr de votre choix pour le premier tour de l'élection présidentielle ? Et vous avez répondu oui à 93%. Donc les internautes du Nouvel Obs sont beaucoup plus sûrs de leur choix que manifestement la moyenne des Français, selon les instituts de sondage. À 22h, Sonia Mabrouk pour le prochain journal. Je vous rappelle que dans un instant, nous allons pouvoir suivre en direct de Lyon le meeting de François Bayrou. En attendant, je vous propose de suivre le magazine État de santé, mais qui n'est pas consacré au président du MoDem en campagne. Bonsoir et à demain. Président de la République, il est exigeant et il veut la transparence sur le fonctionnement de l'Élysée. Il a même réduit le nombre de collaborateurs, mais dans le même temps, il l'est pour lui-même. Et quand il fait un voyage officiel dans l'avion de la République française, je vous le dis, monsieur Duquesne, il paye lui-même son dentifrice. Les politiques et l'argent. En ces temps de campagne, mais aussi en ces temps de crise, le sujet peut vite devenir polémique. Alors, les politiques vivent-ils comme nous? Travaillent-ils pour l'intérêt général et se soucient-ils vraiment de nous? Quel est leur rapport à l'argent? Cette semaine, nous déshabillons en tout bien, tout honneur Nicolas, François, Jean-Luc et les autres. Déshabillons-les, présenté par Hélène Risser, c'est mercredi à 18h15 sur Public Sénat.